À une semaine du premier tour de scrutin, ce dimanche a été marqué par de nouvelles déclarations des candidats qui défendent d'arrache-pied leurs programmes respectifs. Après le coup d'État militaire, la situation tend à se normaliser au Portugal. L'aéroport de Lisbonne a été réouvert ce matin. Le général Spinola doit maintenant trouver un nouvel équilibre politique. Après 3 mois de grève, le conflit chez Rato est virtuellement résolu. Les grévistes seront consultés demain sur un protocole d'accord direction syndicat. De nombreuses manifestations du souvenir ont été célébrées en France aujourd'hui afin de commémorer la journée de la déportation. Le tiercé se disputait aujourd'hui à Longchamp par un beau soleil printanier dans le prix des épinettes et la combinaison gagnante est le 8, le 12 et le 15. Les rapports peut-être dans le courant de ce journal s'il me parvient. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans une semaine à cette heure-ci, à quelques minutes près, ne chinoisons pas, on connaîtra soit le nom du nouveau président de la République s'il est élu au premier tour, soit les noms des deux candidats qui resteront opposés au second tour le 19 mai. Cela grâce à l'opération Estimation et Résultats organisée par 24 heures sur la Une et dont nous vous reparlerons d'ailleurs dans un reportage spécial à la fin de ce journal. On n'en est bien sûr pas encore là. Et ce dernier dimanche, avant le scrutin du premier tour, a été naturellement marqué, comme je vous le disais à 13 heures, par de nouvelles déclarations et prises de position des candidats. À noter aussi, en marge de la campagne, la mort accidentelle de M. Léon Fex, le député maire d'Argenteuil, envoyé aux Antilles par le Parti communiste afin de soutenir la candidature de M. François Mitterrand. M. Léon Fex, qui était âgé de 66 ans, a succombé à la suite d'un malaise qui l'a frappé la nuit dernière à la Martinique. Il avait été élu en 1962 député de la circonscription d'Argenteuil. Il était membre du comité central et du bureau politique du Parti communiste. C'est son suppléant, M. Robert Mondargent, journaliste, qui est appelé à lui succéder sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais revenons aux principaux discours qui ont donc marqué aujourd'hui ce dimanche de campagne électorale. Après Nîmes, Montpellier, Nice, Ajaccio et Toulon, c'est par Marseille que Valéry Giscard d'Estaing a terminé sa première visite de candidat dans le sud du pays. Marseille, où 5000 personnes l'ont acclamé longuement et chaleureusement, et où le ministre de l'économie et des finances, d'entrée, va tirer les premières leçons de cette campagne présidentielle. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, les Françaises et les Français cherchent un président pour la France. C'est cela qu'ils cherchent. La deuxième caractéristique de cette campagne, c'est que les Français veulent un changement. Mais ils ne veulent pas une aventure. Et je peux vous dire que si vous m'élisez dès le début, c'est-à-dire dès le 20 mai prochain, je vous garantis qu'il y aura un changement, qu'il y en aura plus que vous ne le croyez. Valéry Giscard d'Estaing présente alors ses 3 objectifs prioritaires: poursuivre le développement économique, accentuer l'effort de justice et d'humanisation, rénover la politique de la France. Puis il évoque les problèmes de Marseille. Son expansion rapide, dit-il, devra se faire dans le respect de l'environnement. Et il va conclure en soulignant le rôle du nouveau président. Il faut choisir un président qui puisse faire que la France tienne sa place dans le monde, c'est-à-dire votre place dans le monde. Un président qui puisse affirmer le rôle de la France en Europe, c'est-à-dire votre rôle en Europe. Un président dont vous soyez un peu fier lorsque vous le verrez sur les écrans de la télévision participer dans l'avenir aux conférences internationales où la France sera représentée. Si vous m'élisez de tous les grands pays du monde à l'heure actuelle, États-Unis d'Amérique, Russie soviétique, Allemagne fédérale, attendez la suite, Grande-Bretagne et même Chine populaire, eh bien,
ce sera la France qui aura le président le plus jeune. François Mitterrand était ce matin à Lille, chez son second, Pierre Mauroy. Il a reçu un accueil enthousiaste de 15 000 personnes au cœur d'une des plus importantes fédérations socialistes de France. Essayez donc de réunir les différents candidats de la droite dans une seule pièce. Essayez donc de réunir les membres actuels du gouvernement de la France. Attention, il pourrait y avoir des blessés. Pendant 15 ans, ils ont prétendu à l'union, tandis qu'ils nous montraient du doigt. Oh, rappelez-vous ces paroles patelines. Ah, si nous avions une opposition cohérente. Ah, si l'opposition était capable de s'unir. Ah, si l'opposition avait un programme. Ah, si l'opposition représentait une chance de l'alternance démocratique. Oh, les larmes de crocodile. Et voilà que nous sommes rassemblés, cohérents, que nous avons un programme, que nous offrons l'alternance. Alors que nous dit-on, Chaban-Delmas est plus concret, il dit l'enfer. Giscard d'Estaing a son jargon, il dit, lui, le collectivisme. Mais croyez-moi, ils pensent à la même chose, tous les deux. Pour ces messieurs, le collectivisme tel qu'ils l'imaginent, c'est l'enfer. Le seul objectif de la droite, c'est de garder le pouvoir. Mon premier objectif, c'est de vous le rendre. À l'issue de son intervention et après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, François Mitterrand, en compagnie de son épouse, s'est promené un instant dans les rues de Lille avant de s'entretenir à la mairie avec les élus socialistes de toute la France. Alors voilà le quartier Saint-Sauveur. Plus d'un millier de personnes se sont rendues hier soir au centre culturel de Chelles en Seine-et-Marne pour soutenir la candidature de Jacques Chaban-Delmas. Pour l'ancien Premier ministre qui a repris le thème de la nouvelle société, le changement ce n'est pas François Mitterrand mais bien lui. Je l'ai prouvé pendant 3 ans, dira-t-il, à la tête du gouvernement. Et il demande à l'assistance de l'expliquer aux électeurs de François Mitterrand en ces termes. Le changement, ben vous êtes sûr de l'avoir. Alors ne prenez donc pas le risque communiste. Vous avez été piégé par les communistes. Eh ben Chaban, il vous tend la main pour vous sortir du piège. Profitez-en. Quant aux modérés, qui pourraient être tentés de voter par exemple pour M. Giscard d'Estaing, ou pour un autre, alors expliquez-leur ce que je vous disais tout à l'heure, le risque de la France coupée en deux camps, 2 esprits, 2 manières de voir, sans communication, l'un avec l'autre, c'est-à-dire le pire des risques. Ensemble, nous allons aller au 5 mai à marche forcée. C'était donc hier soir à Chelles. Aujourd'hui, Jacques Chaban-Delmas était à Grenoble, puis dans l'est de la France. Il s'est arrêté cet après-midi à Sarrebourg, dont le maire n'est autre que le Premier ministre, Pierre Messmer, qui l'a rencontré pendant une vingtaine de minutes. Question du soutien du Premier ministre. C'était la moindre des choses que le maire de Bordeaux vienne saluer le maire de Sarrebourg dans son hôtel de ville. Et qu'ensuite, nous nous mettions d'accord sur les meilleurs moyens à employer pour que la campagne soit le plus efficace possible jusqu'à dimanche prochain. Après une longue poignée de main entre l'ancien et l'actuel Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas quittait Sarrebourg pour Mulhouse. Il sera ce soir à Strasbourg. Après 88 jours de grève, en effet, pour les 1800 métallurgistes de chez Rateau à La Courneuve, c'est peut-être enfin la sortie du tunnel. Un protocole d'accord a été mis sur pied entre la direction et les syndicats, et demain, les grévistes doivent se prononcer à bulletin secret sur le contenu de ce protocole d'accord. Initialement, et c'est ce qui avait provoqué le conflit, la direction avait décidé, à la suite de difficultés financières, la fermeture de 3 ateliers, cette mesure devant entraîner environ 400 licenciements. Alors, qu'ont obtenu les syndicats après une négociation marathon qui a duré une centaine d'heures? D'abord, un plan de développement et d'extension de l'entreprise va être appliqué
Et cette solution industrielle permettra d'éviter ce que les grévistes ont appelé le démantèlement de l'entreprise. Ensuite, il n'y aura pas de licenciement, le maintien de l'emploi par conséquent est assuré. Coût de l'opération pour la société Rateau, 33 millions de francs en investissement et 20 millions pour la trésorerie. Tandis que la CFDT estime que l'aspect social a été bradé lors de la négociation, en revanche, la CGC, les cadres, jugent le compromis positif et la CGT affirme qu'il représente une issue victorieuse. Dénouement final du conflit Rateau qui a paralysé l'usine pendant 3 mois, demain lundi. Les nouvelles de l'étranger maintenant. Monsieur Henry Kissinger est en ce moment en route pour Genève, où il est attendu dans la soirée. Monsieur Kissinger doit rencontrer dès ce soir, pour un premier entretien, son homologue soviétique, monsieur Andrei Gromyko, qui se trouve d'ailleurs déjà sur les bords du lac Léman depuis le début de l'après-midi. À quelques semaines de la rencontre au sommet Nixon-Brejnev, cette rencontre américano-soviétique au niveau des ministres des Affaires étrangères constitue donc une sorte de préparation de ce sommet. 2 grandes questions sont à l'ordre du jour, la situation au Proche-Orient et la limitation des armements stratégiques avec l'incidence sur les problèmes de sécurité en Europe. Après cette rencontre à Genève avec M. Gromyko, M. Kissinger va se rendre au Proche-Orient afin de tenter de trouver une solution sur place au conflit israélo-syrien. Après le coup d'État, c'est maintenant la révolution. Une révolution idéologique qui promet d'être longue, très longue, car on s'attend ici à ce que le général Spinola ne cède pas de sitôt le pouvoir aux civils, des civils quels qu'ils soient. L'arrivée cet après-midi de Mario Soares, le secrétaire général du Parti socialiste, qui vivait exilé en France, a provoqué une véritable explosion de joie. Des cris, des chants, des slogans, et toujours ce même mot qui revient, la liberté. Mario Soares a rencontré le général Spinola cet après-midi. Ils ne se connaissaient pas, mais ils se sont embrassés comme de vieux amis. En fait, on ne sait pas encore très bien jusqu'à quel point la junte militaire souhaite une coalition, une alliance totale avec les partis de gauche. Les partis de gauche qui, en attendant le défilé du 1er mai, continuent de propager violence et vengeance, vous allez le voir. Le drapeau rouge flottant sur Lisbonne après le coup d'état d'un général héros de la nation, voilà le paradoxe que l'on découvre ce premier dimanche d'un Portugal qui se veut libérer. Ici, les esprits sont surchauffés, surtout chez les jeunes de l'extrême gauche capables des plus grands excès, un peu comme dans les heures qui ont suivi la libération de Paris. Regardez bien, cette foule est avide de vengeance. Et oui, il aura fallu que des militaires lèvent le poing à la Mao et paradent à travers la foule pour que ces incidents ne tournent pas à l'émeute générale. Dans Lisbonne, c'est un peu le spectacle du quartier latin en 1968. Mais ici, il y a eu des morts. Ces voitures fracassées ou incendiées appartenaient à ceux qui maintenant sont les pires ennemis, la police politique. On les pourchasse partout. Ce matin encore, on a arrêté plusieurs policiers de la DGS et puis on a trouvé des armes. Cet arsenal, dans un appartement privé du nord de la capitale, pouvait équiper une centaine de miliciens. Les bureaux des journaux de l'Ancien Régime ont été les premières cibles de la population. C'est le cas pour les quotidiens Época et le Diario de Noticias des organes salazaristes. Pour moi, c'est une libération, et surtout pour mon peuple. De tels propos en pleine rue, voilà plus de 10 ans que les Portugais attendaient de pouvoir s'exprimer librement. Reste à savoir maintenant si le général Spinola saura maintenir cet esprit de liberté. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Bergen-Belsen. Il y a 30 ans, l'on commençait à comprendre ce que cachaient ces noms. C'était la litanie des camps de la mort lente, où, sans distinction d'origine ni de religion, des millions d'êtres humains étaient assassinés par Hitler au nom du principe de la race.
Un assassinat perpétré avec l'ordre, la méthode, la discipline nazie. Les premières images, on n'osa pas y croire. Hélas, c'était vrai. Nuit et brouillard. Les chemins du dernier calvaire. Les fours crématoires. Aujourd'hui, 28 avril, la France a célébré la mémoire des victimes de la déportation. La nature a beau refleurir chaque année en cette saison, le dernier dimanche d'avril ramènera toujours le souvenir d'un crime inexpiable et celui des larmes que nous avons versées. Réédité aujourd'hui, Le Tour du Malheur est sans doute le chef-d'œuvre de Joseph Kessel. Au centre de ces 4 volumes, un personnage, Richard, qui pourrait s'appeler Kessel, ayant pour décor la France de la Grande Guerre et des années 20. C'est l'histoire d'un garçon entre l'âge de 18 et 27 ans qui participe à la première guerre, la Grande Guerre, et qui ensuite mène sa vie jusqu'au moment où il est très connu et où tout lui réussit. Et il est entouré d'hommes et de femmes, enfin à peu près de cet âge, et qui eux et elles aussi veulent vivre intensément. Au début, c'est un bouillonnement de jeunesse, d'ardeur, de mort aussi, et de sang et de boue dans les tranchées. Mais à la fin du livre, le héros a l'impression d'avoir fait le tour du malheur, c'est d'ailleurs la raison d'être du titre, parce que plus on est doué, plus on est riche intérieurement en désir, en capacité, en rêve, et plus on a de personnages qui vous habitent et qui déchirent l'être lui-même. Vous avez écrit un jour, dans un article je crois, que le Tour du Malheur était en fait une nécessité pour vous. Absolue. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin, dès l'âge à peine 30 ans, que l'idée maîtresse du livre était là. C'était sans doute ma vérité. Seulement, à cet âge, je sentais que pour une œuvre de cette envergure, je n'avais pas assez de réflexion, pas assez d'expérience et pas assez même de métier. Alors, j'ai attendu, j'ai voyagé, j'ai écrit d'autres livres, mais tout le temps, pendant des années, j'emmagasinais, j'engrangeais inconsciemment tout ce qui était autour de moi au bénéfice de ce livre. Joseph Kessel, pour les besoins de réimpression du Tour du Malheur, vous avez relu les 4 volumes, rien que pour les corrections. Non. Vous l'avez pas relu? Je n'ai pas voulu le relire. Pourquoi? Parce que c'est un bloc, c'est du passé, parce que il y a beaucoup de choses qui me font mal. Et j'ai préféré le laisser tel que c'était une exigence. J'ai rien retouché, je l'ai pas relu. Je vous le disais au début de ce journal, dans la perspective de l'élection présidentielle dont le premier tour de scrutin est, je vous le rappelle, dimanche prochain, l'équipe de journalistes de 24 heures sur la Une travaille d'arrache-pied pour que nous puissions vous présenter dans les meilleures conditions les émissions et nos soirées spéciales consacrées aux résultats, aux réactions et aux commentaires. Mais d'ores et déjà, vous vous en rendez compte, puisque vous suivez avec assiduité, du moins je l'espère, nos 3 journaux quotidiens, une grande partie de ceux-ci sont naturellement consacrés à la campagne électorale, ce qui implique, pour ce qui nous concerne aussi,
un dispositif de travail particulier et tous azimuts. D'abord la campagne électorale, Alain Fernbach, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce matin? Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à ce matin, c'est plus calme parce que les meetings, on les a tous passés à 13h. Alors il y a le meeting de Giscard d'Estaing à Dijon ce soir, mais c'est vers 19h30. En 8 jours, les équipes films de 24 heures sur la une ont tourné plus de 10 km de pellicule. Vous êtes en retard, les copains, là. 10 km donc pour la campagne électorale, mais sans compter les reportages en direct ou enregistrés par magnétoscope avec le matériel haute fréquence. Tiens, Michel, une bobine 24 heures sur la une, campagne électorale. D'accord, la campagne électorale, urgente. Ah, c'est urgent, d'accord, mais il faut compter une demi-heure. D'accord. Ici, la machine ne s'arrête jamais. Au bout du serpentin, les candidats, mais aussi des images de l'étranger, des informations générales, du sport. 3 fois par jour, il faut composer un journal télévisé le plus complet possible et dans un temps très court. Nous avons 2 voitures disponibles, dont une en poule avec la deuxième chaîne. Avec la deuxième chaîne. Jacques, on pourrait peut-être faire le point pour la semaine, hein, si tu veux. Bien, messieurs, en dehors du déroulement officiel de la campagne sur nos antennes, nos journaux télévisés quotidiens rendront compte le plus largement possible du déroulement même de la campagne. Je crois qu'il faut faire le point pour les jours à venir. Une quinzaine d'équipes de reportage de 24 heures sur la une devront couvrir près de 30 meetings, conférences de presse et activités diverses des candidats. Il faut voir cela en détail. Alors, les principales villes où se trouveront nos équipes de reportage jusqu'à dimanche seront... Chaque jour, Jacques Alexandre réunit l'état-major de la rédaction. En ce moment, il n'y a plus de journalistes spécialisés. Presque tout le monde est sur la campagne électorale. Dumont. Oui, voilà. Dumont. Dis-moi, j'ai besoin d'une monteuse rapidement. J'en ai plus, moi. J'en ai plus. 2 sur Mitterrand, si c'est pas pour la campagne, je peux pas t'en donner. Je pense qu'il faudrait avoir une conférence nationale sur les problèmes de consommation. Voilà, je pense que c'est tout. Synchronisation et montage du film, c'est l'opération la plus longue. C'est ça, ouais. Voir une conférence nationale sur les problèmes de consommation. Assistant de 20 heures. Trouver ici ses collègues de travail. Si cette machine était un ordinateur, elle vous dirait sans doute que le vocabulaire des personnes interviewées n'excède pas 3000 mots. Et combien de millions de fois les a-t-on entendus ici? Pierre Géraud. Pierre, combien tu m'as dit pour l'ensemble du bloc politique? 10 minutes 30 environ. Tout compris? Y compris le meeting Giscard? Oui, que je compte à 2 minutes, hein, sous réserve qu'il ne sera pas plus long. Et le candidat de la nouveauté. Est-ce qu'on a reçu le meeting Royer? Non, Royer, c'est du film. Pour l'instant, nous avons Giscard. Et à 18h45 à peu près, nous aurons le discours de Chaban qui nous sera balancé par les HF de Limoges, professeur Erdien, on les récupérera là. Donc c'est le débat et la discussion qui ont la priorité. Absolument. Évidemment à 20h l'estimation, puisqu'on l'a. À 20h pile. Bien sûr. Oui, à 20h. Oui, à 20h00. Et on l'affiche sur le panneau qui sera là. Pratiquement la soirée est terminée à 20h, en fait, je ne crois pas, parce que on sera quand même pas tout à fait dans la vérité. Alors je crois que l'intérêt, ce serait de regarder le décor qui a été préparé. Explique-nous, Jean. Et ici, donc, il y a le point présentation où qui serait ton poste principal, mais je pense que tu te déplaceras sûrement dans tout le studio. Oui, j'ai beau d'en faire ça debout. Un panneau d'affichage qui sera mis à jour en permanence. Alors, sur le panneau, on a à la fois l'estimation et les définitifs. Résultats. Enfin, les partiels d'abord, puis les définitifs ensuite. Sur un autre mur... Le jour J, c'est-à-dire le 5 mai, plus de 400 personnes défileront ici, tandis qu'en régie, on recevra les images de 26 caméras de direct. Des images retransmises de Paris et de 11 villes de France, sous la direction de Jean Manceau pour la réalisation et de Jacques Balouet pour la coordination technique. 17 télévisions étrangères ont manifesté un intérêt pour le moment au premier tour. Regardez bien, pour quelques secondes, vous êtes le candidat. Vous allez enregistrer votre discours pour la campagne officielle. Il n'est pas un détail ici qui ne soit soumis au règlement du Conseil constitutionnel. La forme du décor, le fauteuil, le nombre de micros ou de caméras est le même pour tous. Asseyez-vous, vous avez 7 minutes pour parler. 3 enregistrements, vous choisirez le meilleur.
Sachez encore que tout candidat ressent ici une étrange angoisse que nous connaissons bien quand il faut vous parler à travers cet œil noir en imaginant qu'au-delà, dans toute la France, vous êtes chez vous, derrière ce morceau de verre auquel il faut sourire. Et ce n'est pas facile de sourire à un morceau de verre. C'est une question d'habitude et de sincérité. Mesdames et messieurs, bonsoir.